En politique, demander pardon n'est pas une faiblesse, mais une stratégie redoutable lorsqu'on sait que le peuple est l'enjeu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Instant Politique. Ce soir, gros plan sur une déclaration du chef de l'État qui interpelle, divise et relance le débat. Patrice Talon face à l'histoire, sincérité ou stratégie politique, décryptage d'un mea culpa présidentiel à la veille de 2026. Avec nos invités, nous allons essayer d'analyser, de décrypter, de voir les enjeux d'un tel propos tenu par le chef de l'État. Sur ce plateau déjà, j'ai à ma droite Yedafon Koucheme. Bonsoir. Bonsoir, Marc Johannes. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Et j'ai avec nous un aîné, M. Distel Amonsou, qui est à ma gauche. C'est un plaisir de vous recevoir sur Instant Politique. Bonsoir. Le plaisir est partagé, il est plutôt à moi en premier et je voudrais saluer le travail qui est abattu par ici, dire félicitations à toute l'équipe et mes civilités aux amis internautes. Nous allons essayer de décrypter, d'analyser et de voir les retombées d'un tel propos du chef de l'État. C'est parti. Et désormais, l'espoir est permis. Mon sentiment profond est un sentiment de satisfaction, même si ce n'est que le début et que tout reste à faire. Mais l'élan que nous venons de prendre est de quoi satisfaire. J'ai personnellement le sentiment que j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé jusqu'au bout de mes efforts, de mon imagination, de ma réflexion, de tout ce que je possède comme potentiel. J'ai travaillé avec bonne foi, même si j'ai pu me tromper souvent, n'étant pas Dieu. Je demande aux Béninois de me pardonner de mes insuffisances et de croire au destin, à notre destin commun. Je veux leur dire que le meilleur est à venir, que demain sera encore meilleur aujourd'hui. On vient de donner le coup d'envoi, on a allumé le feu, tout le bonheur, tout le mérite qui est le nôtre va se transformer en développement réel au fil des jours, des mois, des années à venir. Alors, nous avons tous suivi l'actualité et nous avons vu cette déclaration du chef de l'État à la sortie du 1er août où il a pu quand même prononcer quelques mots à travers le micro d'un de nos confrères de la SRTB où il a parlé quand même de pardon. Ce discours, est-ce que ça change la dynamique politique actuelle? Ma première question, ça va s'adresser à vous, Monsieur Distel Amonsou. Écoutez, le pardon, ça dépend du contenu sémantique qu'on donne à ce mot. À ce mot, ce n'est pas pour la première fois que le président Patrice Talon évoque, n'est-ce pas, le pardon. Et il faudra le mettre à chaque fois dans le contexte approprié. Le président Patrice Talon n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, et donc, il est fait de chair, d'eau et de sang. À partir de ce moment, il peut lui arriver de se tromper, de prendre des options qui pourraient ne pas paraître plaire à tout le monde. Ou juste, voyez-vous. Et donc, c'est pour cela qu'il a dit, écoutez, je n'ai pas pu combler toutes les attentes. Dieu seul sait que les attentes sont énormes. Il a pris la tête d'un pays à reconstruire, à redimensionner, à reformater complètement. Je ne voudrais pas faire revivre aux Béninois la citation de l'autre maître Adrien Ngwedi. Donc, le président Patrice Talon a pris un pays complètement en lambeaux, descendu de son piédestal. Fragilisé. Alors, quand c'est comme ça, en 10 ans, vous ne pouvez pas combler toutes les attentes. Alors, pour cela, il faudrait bien m'en excuser. Alors, en le disant, ça n'est pas un mea culpa, c'est un excès. Je dirais même que c'est un abus de parler de mea culpa. Le président Patrice Talon n'a jamais
dit un mea culpa. Non. Il a simplement dit, nous n'avons certainement pas pu combler toutes les attentes, qu'on nous en excuse. C'est le sens qu'il faut donner au mot pardon dans ce contexte-là. Et c'est mon point de vue. Pas une forme de culpabilité, selon vous. Mais pas du tout, alors. Comment est-ce qu'on peut se trouver coupable lorsqu'on est arrivé à la tête d'un pays où la production de l'électricité était méga zéro mégawatt. Donc aujourd'hui, qu'on caracole aujourd'hui autour de 60% de production de nos demandes, de nos attentes en énergie électrique. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une posture de culpabilité lorsqu'on a apporté l'eau à plus de 80% des Béninois alors que nous étions autour de 26% ou 36% en 2016? Comment est-ce que nous pouvons parler de posture de mea culpa lorsque aujourd'hui le PIB est autour de 7,3 ou 7,5? Et nous sommes à une bonne position au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO. Alors, comment est-ce que pourrait parler de mea culpa lorsque nous avons aujourd'hui cette facilité de mobilité à travers le projet d'asphaltage où notre cadre de vie a complètement changé dans tout le pays, département par département. En tout cas, les axes qui lient, n'est-ce pas, les grandes communes. Comment est-ce qu'on pourrait parler de posture de mea culpa lorsque le plateau technique a connu cette modification et que le personnel médical est maintenu dans nos centres de santé, où les gens n'abandonnent plus les malades pour des faits de grève ou pour aller s'occuper de leur cabinet privé? Comment est-ce qu'on pourrait parler de mea culpa où aujourd'hui, plus de 96% de nos enfants sont maintenus dans le système éducatif à travers le programme de la cantine scolaire où on donne des repas chauds à nos enfants? Comment est-ce qu'on pourrait parler de mea culpa lorsque le système éducatif est complètement dépoussiéré des grèves nocives qu'elle avait et qu'aujourd'hui notre baccalauréat, pour ne citer que ce seul exemple, est à la tête dans la sous-région? La qualité de la formation qui est donnée aujourd'hui à nos apprenants. Voyez-vous? Alors, quand on regarde tout ça, on ne peut pas dire que c'était un mea culpa. C'était une expression d'humilité, n'est-ce pas? Le président Patrice Talon, qu'on connaît très humble, a une fois encore dit aux Béninois, oui, vous attendiez certainement beaucoup plus de moi, mais voilà ce que j'ai pu faire. Alors, Kouchene Yedafon, je voudrais quand même vous demander à votre tour, quelle est en réalité la portée de cette déclaration du chef de l'État? Est-ce que ce sont des déclarations assez sincères ou bien c'est juste une posture politique de l'homme lorsqu'on sait qu'on est à quelques mois des élections présidentielles de 2026? C'est là toute la complexité de la préoccupation. Comme Tistel vient de le rappeler, dans le discours, il a clairement dit, hein, il a donné le meilleur de lui-même en 10 ans. Sans doute que les Béninois, quelle que soit leur géolocalisation, attendent plus de lui ou attendent mieux. Sans doute que certaines catégories de la population auraient souhaité des actions qu'elles n'ont pas perçues. Et donc, ce n'était pas des excuses de culpabilité. Non. Mais des excuses parce que il n'a pas pu satisfaire tout le monde. Puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il l'a rappelé. Et donc, oui, on peut dire que dans un premier temps, il y a une certaine sincérité dans ce qui est dit lorsque on replace la déclaration dans ce contexte. Vous comprenez, vous attendez mieux de moi, vous attendez que je fasse mieux, plus que cela. Mais voilà ce que j'ai pu faire. Et donc, pour ce que je n'ai pas pu faire, vraiment, vous m'excusez. Et
vous auriez pu dire, bon, ou les analystes diront, pourquoi c'est maintenant qu'il vient c'est ça. Est-ce pas une déclaration plutôt politique que... Et c'est là que beaucoup s'interrogent sur la sincérité. Oui, nous sommes en fin de mandat, nous sommes à 9 mois de l'élection présidentielle. Et il a dit, en tant que Béninois, en tant que citoyen, non pas en tant que chef de l'État actuel, il sera actif dans le choix du prochain locataire du palais de la Marina. Et donc, lorsque un citoyen voudrait s'engager comme ça, il voudrait quand même que le peuple le perçoive comme quelqu'un. En tout cas, cette déclaration rentre dans ce cadre alors où il essaye, par rapport aux opposants qui ont tout fait pour le peindre en noir, qui ont tout fait pour montrer que sous lui, les libertés ont régressé, qui ont tout fait pour montrer que sous lui, les partis politiques ont des problèmes et que l'opposition n'a pas droit au pupitre. Et lorsque on se rappelle des événements de 2019-2021, où partout on chante prisonniers politiques, exilés et tout cela, il a quand même l'obligation, au-delà de l'humilité, au-delà du fait qu'il soit un humain, de montrer politiquement que non. Il veut réconcilier une certaine classe. Et dans cette déclaration, percevez, même dans son camp, ceux qui ne sont pas totalement satisfaits des options politiques qu'il aurait prises. Lorsque je prends par exemple la réforme du système partisan, c'est ça qui fait jaser tout le monde aujourd'hui. Lorsque vous prenez cela, même au sein des partis politiques soutenant son action, l'unanimité n'est pas faite. Il y a des fâchés. Il y a des fâchés. Et donc, son pardon, c'est aussi cela. Mes options vous dérangent. Mais, excusez-moi, nous avons intérêt, nous ne pouvons que passer par cette case-là pour aller de l'avant. Et donc, c'est là qu'il faut comprendre aussi le calcul politique qu'il fait, parce que là, il essaye de raccommoder, de rallier encore les mécontents, autant dans la mouvance que ceux qui sont dans l'opposition ou même les centristes. Alors, Distel Amosso, lorsqu'on voit la position du chef de l'État par rapport aux enjeux de 2026, à travers plusieurs autres déclarations qu'il a eu à faire concernant les acteurs politiques, alors on se demande pourquoi c'est maintenant qu'il choisit de faire sortir ce mot-là. Je vois que vous accrochez à l'esprit mea culpa de ce mot. Non, pas forcément à l'esprit mea culpa, mais je veux prendre la ligne politique. Lorsqu'on sait qu'on est à l'orée de 2026, on sait à 2026, il aura son mot qui sera très déterminant dans le choix du prochain candidat à la magistrature suprême. Alors, dans ce cas, lorsqu'on prend ce contexte, par exemple, est-ce qu'on peut pas dire que cette déclaration, telle que je l'ai demandé tout à l'heure à Koucheme, est-ce que ça n'a pas une connotation plutôt politique? Alors, dans notre sociologie, c'est la fermeture du marché qu'on fait le point. On dit, en fond, littéralement, Zamakua et Notumere Nukutana, ça veut dire qu'il faut attendre à la tombée de la nuit, donc la fermeture du marché pour faire le point. Et donc, nous sommes à quelques mois de la fermeture du marché. Et donc, le chef de l'État est en train de faire le point à son niveau. Et donc, il a constaté qu'il a donné le meilleur de lui-même. Lorsque vous regardez son paralangage, c'est une posture de satisfaction, de pleine satisfaction. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas un magicien qui n'a pas pu régler tous les problèmes. Et donc, ce n'est que maintenant, évidemment, qu'il faut faire le point. Et c'est cela qui explique le timing. Donc, il n'aurait pas pu le faire il y a 2 ans. Voyez-vous? Et il est aujourd'hui l'un des rares chefs de l'État béninois que nous avons observé à maintenir encore l'administration
en plein régime à moins de 6 mois des élections. Voyez-vous, on a vu par le passé, à 2 ans des élections, les cadres des guerpissés disparaissaient pour fête de réunions politiques, pour fête des activités politiques, de conciliabules politiques. Oui. Mais aujourd'hui, notre administration est encore en plein régime. Et ça, c'est un succès qu'il faut saluer. Et puis, vous voyez, ce qui se fait de beau et de bien dans notre pays est encore mieux apprécié de l'extérieur que de l'intérieur. À partir de ce moment, lorsque vous regardez avec quel enthousiasme le président de la République, le président Patrice Talon, allait vers la foule, qui l'adoubait, qui l'acclamait, qui le chantait, qui le célébrait. Écoutez, il est allé jusqu'à dire que le meilleur reste à venir. Voyez-vous? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons, en notre sein, au Bénin, trouver le meilleur Béninois, n'est-ce pas, qui pourrait, à la suite du président Patrice Talon, continuer à mettre les briques, les pans du développement de notre pays. L'essentiel pour nous, c'est de garder gagner chaque pan. L'essentiel pour nous, c'est de ne pas rechuter dans nos travers, dans nos passés honteux. C'est de maintenir le cap de l'élan pour le développement. Alors, lorsque je laisse ce pan des réalisations du chef de l'État et que je viens sur le terrain politique, lorsqu'on sait même que au sein même de la mouvance présidentielle, il y a des fâchés, je veux donner pour exemple, Maître Adrien Oumbédi, qui a eu à tenir des propos récemment par rapport en tout cas aux quelques problèmes politiques qui existent, par exemple. Est-ce que ce type de pardon ne serait pas peut-être adressé à cette classe politique-là, même en son sein et en dehors de la mouvance présidentielle? Non, il n'y a pas de pardon. Je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de pardon. Il n'y a pas eu de mea culpa. Et c'est comme un père de famille. Lorsque vous avez travaillé, vous voulez ériger une belle maison à vos enfants, qui vivent déjà dans un cadre donné. Et il arriverait le moment où on va falloir creuser le sol et enfouir quantité de ciment, gravillon, fer, eau. En ce moment-là, il y aura beaucoup de gravats dans la maison. Donc, la mobilité des enfants va connaître une restriction. Oui, ce serait réduit. Mais ils ne seront pas contents. Voyez-vous, il arriverait au moment où papa devra serrer la ceinture et maman pour l'accompagner, ou les sorties, glaciers, spectacles, peuvent connaître de restrictions. Est-ce pas l'occasion pour papa de leur dire, les enfants, excusez-moi, je l'ai fait pour votre bien? Alors, c'est exactement le sens qu'il faut donner à ce mot pardon. Exactement, vous venez de trouver le réel sens. Voyez-vous, il fallait donc faire cet exercice avec vous et le faire avec nos concitoyens. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. Je voudrais quand même demander à Yedafon, dans cette droite ligne également, bien avant les propos du chef de l'État sur le pardon, il a eu à recevoir une classe de la jeunesse au palais de la Marina. Il a pu quand même leur donner quelques conseils, avoir quelques discussions avec cette jeunesse. Mais quelles sont les attentes, selon vous, de cette jeunesse après cette rencontre avec le chef de l'État? La jeunesse peut attendre quoi? Je crois que l'exercice que Patrice Talon a fait le 28 juillet 2025 avec la jeunesse consiste d'abord à aplanir les divergences. Il fallait expliquer ses choix économiques qui, pour la plupart ou souvent, semblent controversés ou critiqués par la classe politique. Vous allez constater de quoi il s'est agi, l'accès à l'énergie, donc l'électricité, l'accès à Internet, l'emploi, donc la loi sur l'embauche, et puis le système partisan, tout est passé. Et lorsque vous regardez les sujets abordés, ok, je suis en train de faire 10 ans
pour conduire une vision du Bénin. Je suis en train de finir. Alors, vous semblez ne pas comprendre mes choix politiques. Et il a expliqué pourquoi il fallait faire tel choix plutôt que tel autre choix, pour montrer à la jeunesse que, en réalité, elle n'a jamais été mise de côté. C'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Certes, cette jeunesse voudrait avoir des actions concrètes, mais il se fait qu'il est en fin de mandat. Et d'où la gestion de la transition, d'où avec cette jeunesse, il faut dessiner, il faut voir les enjeux qui se posent au Bénin à partir de 2026. Et avec cette jeunesse, voir que faire ensemble. La décision ne lui appartient pas. Est-ce à la fin qu'il doit demander cette question, il doit poser cette question à cette jeunesse, ou bien il aurait pu le faire depuis? De toutes les façons, à son élection, il avait une vision bien déterminée. Et il fallait qu'il mette d'abord en œuvre cette vision. Il faut qu'il applique cette vision. Et maintenant, il faut faire le bilan de cette vision. Et les incompréhensions qui ont surgi de la mise en œuvre de cette vision, c'est ça qu'il a discuté avec la jeunesse. La jeunesse qui estime que la loi, par exemple, la loi sur l'embauche ne lui est pas favorable. Il a expliqué pourquoi il fallait cette loi. Parce que vous voulez de l'emploi. Mais lorsque vous êtes trop protégé, personne ne viendra ici pour créer de l'emploi pour vous. C'est un exemple concret. Donc, il fallait expliquer à la jeunesse les choix, les options. Et maintenant, voir quels sont les enjeux futurs. Et ensemble, dessiner le prochain profil. Alors, Distel Amonso, pensez-vous que après cette rencontre, ou bien au cours de cette rencontre, toute la jeunesse était représentée? Alors, deux choses. La première chose, c'est que je voudrais vous faire observer, vous, professionnels des médias, la dynamique au sein de la communication du président Patrice Talon. Patrice Talon est l'un des rares chefs d'État africains qui s'est approprié, qui a façonné son style de communication. Au départ, à la veille du 1er août, le 1er août, oui. Nous avons eu droit à une interview avec la presse internationale. Après, nous avons eu droit à une interview avec la presse locale. Des années après, nous avons eu la rencontre avec les personnes à besoins spécifiques dans son jardin. Oui. Et cette année, il nous sort la rencontre avec une sorte d'échantillonnage de la jeunesse. Alors, ce style de communication tranche nettement avec ce que nous connaissons de classique. Et ça, il faut le souligner. Les professionnels des médias doivent le noter et le mettre à son actif. Ailleurs, c'est les réseaux sociaux qui étaient utilisés. D'accord? Les tweets, les messages sur Facebook, les Instagram, tout ça marchait. Mais le président Patrice Talon a fait l'option de l'interactivité, le corps à corps avec les acteurs. Et donc, et comme la jeunesse avait beaucoup de griefs contre le management du président Patrice Talon, sa gouvernance, il a fait l'option d'aller à la rencontre de cette jeunesse-là. Voyez-vous? Et les attentes donc de cette jeunesse, pour moi, ne sont pas politiques. Les attentes devraient être plutôt mieux en défi de formation. Formation adéquate avec les besoins de l'emploi. Parce que ce que nous observons aujourd'hui, c'est l'inadéquation formation-emploi. Voyez-vous? Et donc, le président de la République a fait l'option d'orienter la jeunesse vers les formations techniques et professionnelles. D'où la construction en cours des écoles techniques et professionnelles. D'où la formation en cours
des enseignants qui vont administrer ces formations-là. C'est une vision qui se concrétise. Est-ce que la jeunesse va s'accrocher à la politique ou à sa formation? Moi, j'ai mon point de vue par rapport à la question. Et c'est pour ça que je suis très à l'aise sur votre plateau aujourd'hui, parce que je vous vois tous jeunes. Vous n'avez pas attendu vous mettre en cravate, d'aller vous asseoir dans un ministère ou dans une direction étatique. Vous êtes jeté à l'eau, avec tout ce que cela comporte comme défi. C'est pour cela qu'il faudra continuer d'orienter la jeunesse vers l'entrepreneuriat. Et reformenter le mental de cette jeunesse pour dire que l'emploi, on ne l'attend pas de l'autre. On a la possibilité, dès lors qu'on a un bon profil, une bonne formation, de s'auto-employer et de tirer d'autres de la précarité. Et ça, ce discours-là, le chef de l'État l'a eu avec la jeunesse. Voyez-vous. Au même moment, le chef de l'État s'est fait avocat des plus faibles. L'image de la nounou de l'honorable Guy Bitokwe, c'est pour dire que les cadres utilisent aujourd'hui des personnels de maison, des chauffeurs, des nounous, ce qu'on appelle des coursiers, mais des personnes qui n'ont aucun statut, qui ont aussi droit à la retraite, qui ont droit à une vie après, n'est-ce pas, leur vie de fonction. Le chef de l'État a vu loin et a anticipé pour dire que désormais, ces personnes-là, nous aurons pour obligation de les déclarer, pour leur garantir un avenir meilleur. Et ça, il faut le dire à la jeunesse. Donc, c'est un exercice qu'il faudra saluer. C'est un exercice que le chef de l'État a voulu pédagogique pour accompagner cette jeunesse-là. Parce que ce qui leur a été dit là n'est pas enseigné dans les écoles. Ce qui leur a été dit s'acquiert dans la vie active. C'est une expérience qu'on a lorsqu'on est déjà en activité. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut dire que je tiens à saluer le pédagogue, je tiens à saluer le père de famille. Et lorsque j'ai regardé l'ambiance qui a prévalu au cours des échanges, je dis, Patrice Talon est tout sauf un homme politique. D'accord, Monsieur Distel Amoussou, on vous aura compris. Yedafon Koucheme, on a compris les quelques éclaircissements que vous avez pu donner quand même à nos téléspectateurs, quitte à eux également de pouvoir faire leur analyse à leur niveau pour pouvoir quand même comprendre un certain nombre de choses qui rentrent dans la vision du chef de l'État, qui rentrent dans les déclarations du chef de l'État. Et on revient encore sur ce plateau tout à l'heure pour discuter encore plus amplement, plus en profondeur de ce sujet-là. À tout de suite. Moi, je fais le serment qu'en partant, je serai actif avec vous pour le choix de celui qui présidera à notre destin commun. De sorte que le mandat du prochain président soit meilleur au mandat de Patrice Talon. Mesdames et messieurs, merci de rester toujours connectés sur le Nouveau Manager TV. C'est toujours instant politique. Mes invités sont toujours sur place et nous allons continuer le débat. C'est vrai que je vais évoluer avec Distel Amoussou. Je reviendrai vers vous parce que on a vu le chef de l'État dans une posture où il était très actif sur le terrain, je dirais pas politique, mais lors de ses sorties où il est revenu beaucoup plus sur le fait qu'il serait très actif en ce qui concerne quand même le choix du prochain candidat pour 2026. Alors, ces propos du chef de l'État, comment est-ce qu'on peut quand même interpréter ces propos, puisqu'il est partant normalement à la fin de 2026, mais lorsqu'il dit qu'il va rester très actif sur le terrain politique, dans le choix, il sera déterminant dans le choix du prochain président de la République. Est-ce qu'on peut comprendre à travers ce discours du chef de l'État? Alors, on peut comprendre que le président Patrice Talon est constant dans sa vision, dans ses réflexions autour du développement de notre pays.
Vous savez qu'il a deux grandes formations politiques soutien. Le Bloc républicain, auquel j'appartiens, l'Union progressiste, le Renouveau. Et puis, on a d'autres partis, RN, Moël Bénin et tout ça. Alors, un bon père de famille, le président Patrice Talon n'a pas voulu nous laisser orphelins. Et vous savez que, idéologiquement, le Bloc républicain est bien distinct de l'Union progressiste, le Renouveau. Et l'essence de la création d'un parti politique, le but de la création d'un parti politique, c'est la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Et donc, le Bloc républicain a bien envie d'aller conquérir le pouvoir d'État et le gérer. L'Union progressiste également a bien envie d'aller conquérir le pouvoir d'État et le gérer. Il en est de même pour Moël Bénin, il en est de même pour RN, il en est de même pour LD, tous les autres partis politiques. Alors dans ce cas, pour nous éviter des déchirements fratricides, parce que ce que nous ne réalisons pas, on dit les partis soutiens sont des bénis, oui, ils font tout ce que le chef de l'État veut. Oui. Non, ça n'est pas vrai. Sur le terrain, le combat est rude. Le combat de leadership, le combat de positionnement est rude. Parce que chacun est venu en politique, pas pour servir d'échelle pour l'autre. Chacun est venu en politique pour aller conquérir, en tout cas compter dans la gestion de l'État. Et donc, il n'y a pas de cadeau. Le président Patrice Talon est bien conscient de cela. Et il ne veut pas laisser déconstruire par un ravage fratricide tout ce qu'il a conçu comme réforme structurelle et fonctionnelle dans notre pays. Et c'est pour cela qu'il lui revient de droit, je dirais même par devoir, d'être très actif pour que nous puissions ensemble évaluer les forces en présence, voir l'ingénierie politique dont nous disposons et discuter des stratégies pour le maintien de la gestion du pouvoir public. Est-ce pas une façon à lui de pouvoir imposer le prochain candidat? Non, pas imposer. Le prochain duo, pas imposer, parce qu'il n'a pas, n'est-ce pas, des robots autour de lui. Il n'a pas des bois taillés autour de lui. Il a autour de lui, comme soutien, des êtres humains, des intelligences, des profils. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, il les a toujours consultés. Et donc, nous allons poursuivre la consultation pour que le meilleur d'entre nous, capable de nous faire gagner la poursuite de la gestion du pouvoir de l'État, soit identifié pour qu'ensemble nous puissions faire le travail et l'accompagner. Il sera très actif parce que on ne pourra pas faire la campagne de 2026 sans évoquer, n'est-ce pas, naturellement, ces réalisations. Oui. Et c'est fort de cela que nous allons nous en prévaloir comme héritage politique pour aller au combat, aller au front. On ne peut donc pas le faire en écartant, n'est-ce pas, le génie, l'initiateur, le Manitou. Il sera au cœur. Il sera bel et bien au cœur. Parce qu'en face, nos adversaires ont de la vestige à nous revendre. Ils ont ce qu'ils ont pu faire avant 2016 à nous opposer. D'ailleurs, ils le font aujourd'hui sur le terrain. Sauf qu'au plan économique, les résultats que nous produisons, ils n'ont jamais pu égaler ces résultats-là. Au plan de l'aménagement du territoire, ils n'ont jamais pu égaler ces résultats, sauf à nous laisser, n'est-ce pas, les vestiges du pont de Porto Novo comme siège du Parlement, sauf à nous laisser à l'Okosa, n'est-ce pas,
des logements sociaux qui sont devenus le nid des lézards, sauf à nous laisser des bitumes de 3 cm. Si on a à comparer tout ça là aujourd'hui à ce que nous réalisons sur le terrain, même par rapport à la cantine scolaire, à la microfinance, aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est sur votre téléphone directement que vous recevez et que vous payez. Regardez la qualité des marchés que nous avons aujourd'hui. Le cadre marchand est modernisé, de sorte que nous ne parlerons plus d'incendie, ne parlerons plus d'inondation, ne parlerons plus de la dégradation de l'environnement tel qu'on le connaissait à Gbagbanou, à Tokparoko et à Missebo. Mais aujourd'hui, l'espace marchand est viabilisé. Je ne vais pas évoquer les stades. Et avec les stades, nous avons aujourd'hui les regains d'activités sportives dans notre pays, dans tous les départements et dans toutes les communes. Voyez-vous, donc, nous devons, sous son management, aller sur le terrain, vendre tout ceci-là aux Béninois et solliciter d'eux l'accompagnement pour la poursuite. Parce qu'il reste des attentes. Il reste. Oui, nous devons pouvoir atteindre les 100% de cantines scolaires. Nous devons pouvoir évoluer dans, n'est-ce pas, l'aménagement du territoire à travers l'asphaltage. Nous devons poursuivre la dotation en eau potable pour tous nos communes, nos quartiers de ville et nos villages. Le challenge reste entier. Et comme l'a dit le président Patrice Talon, le meilleur reste à venir. Et disons que c'est maintenant que nous devons commencer par travailler pour le meilleur et pour l'avenir. Donc, à vous entendre, Distel, vous êtes dans la même logique que le chef de l'État, c'est-à-dire la dynamique d'une continuité au niveau des réalisations. Il ne vous échappe pas que lorsque je devrais venir en politique, lorsque j'ai engagé la tournée de discussion et d'échange avec les acteurs majeurs de la politique de notre pays, avant d'opérer le choix du bloc républicain, mon leitmotiv était la pérennisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours sous le leadership du président Patrice Talon. Alors, Yedafon, je voudrais quand même rester dans cette même dynamique, mais pour vous demander, en réalité, lorsqu'on voit le chef de l'État qui est partant se mettre dans la peau également d'un politique, alors qu'on sait qu'il sera question pour la mouvance présidentielle de désigner un candidat type pour 2026. Est-ce que ce ne serait pas bien qu'il laisse ce travail-là à ce candidat qui sera désigné alors que lui-même se réclame être très actif sur le terrain politique? Il n'a pas le choix que d'être actif sur le terrain politique. Voyez-vous, il a un bilan qui ne sera pas occulté lors des campagnes électorales. Parce que je dis les campagnes parce que nous avons plusieurs types d'élections en 2026. Déjà à partir du, je crois, le 11 janvier, nous avons les législatives, les communales, et puis tout ce qui suit après. Et après, nous avons la présidentielle en avril. Son action, le bilan de l'action publique qu'il a eu à poser sera au cœur de ces différentes élections. Et n'oubliez pas que nous sommes dans une phase de transition où la classe politique n'a jamais réussi à conquérir et exercer le pouvoir d'État. Et donc, 2026 sera la première. Alors, il a fini et il a juré qu'il devrait être porté, ou du moins qu'il doit être porté en triomphe à l'issue de son mandat. Cela se fait. Et être porté en triomphe pour moi, ce n'est pas ce que nous observons maintenant. C'est que le candidat soutenu par le citoyen Patrice Talon soit élu pour continuer l'œuvre, du moins pour faire mieux que lui. Et nous observons dans le landerneau politique que ce n'est pas un seul parti politique qui gravite autour de sa personne. Distel l'a cité tout à l'heure, nous avons au moins 4, sinon plus. D'accord.
En face, nous n'avons pas beaucoup de partis politiques. Et il va falloir alors, pour éviter les clivages, que le leader naturel de la mouvance présidentielle s'implique activement pour faciliter le consensus qui va permettre le choix d'un candidat unique pour toute la mouvance et de son colistier. Et en cela, il a l'obligation d'être actif. Puisque ce candidat ira défendre sur le terrain son bilan. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne peux pas laisser dire sans réagir que la mouvance présidentielle aura un duo unique. Non, écoutez, la question, à mon entendement, en tout cas à mon niveau d'information, n'a pas été débattue. Je sais qu'il y a plusieurs partis politiques qui soutiennent les actions chefs de l'État. Il y a le Bloc républicain, il y a l'Union progressiste, le Renouveau, il y a le Bol Bénin, il y a les autres partis politiques. Et je vous l'ai dit il y a quelques secondes, chaque parti est né pour aller conquérir et gérer le pouvoir. Alors, à sa façon. Je ne voudrais pas m'associer. Je comprends la position de si la réflexion vient en débat au sein de mon parti. Cela n'engage que moi. Et c'est mon analyse. Je voudrais donc... Et donc, je ne demande pas la caution de Distel à Moussou par rapport à cette analyse. Mais une chose est sûre, en tant que leader... Parce que le chef de l'État a dit que cela ne vous échappe pas. Il a dit que son candidat peut être Bloc républicain, il peut être UPR, il peut être LD, il peut venir d'ailleurs. Ne refuse pas. Donc... Nous sommes sur le terrain politique. Et la loi ne fait pas obligation, n'est-ce pas, à un Béninois qui a envie de candidater pour le suffrage universel direct à la tête de notre pays, d'être membre d'un parti politique. Mais il peut être porté. Le débat n'est pas là. Le débat n'est pas là. Pour le moment, le débat n'est pas là parce que le candidat que Bloc républicain, la candidature que le Bloc républicain pourrait avoir ou du moins pourrait porter, peut ne pas être un membre de son parti. Tout à fait. Bien sûr. Il a rappelé tout à fait. Il en est de même pour l'Union progressiste, le Renouveau. Le débat n'est pas là. Et justement, je dis, le chef de l'État a l'obligation d'être actif parce que il faut éviter les frictions. Il faut qu'il joue le rôle de chef d'orchestre. Il faut éviter les clivages. Et pour éviter la division qui risque d'émietter les voix, ce qui pourrait profiter naturellement au camp d'en face, alors il a l'obligation de jouer les entremetteurs pour que la candidature de la mouvance, je dis, il doit porter, puisque sa candidat, normalement, le candidat que Patrice Talon va soutenir devrait être, s'il n'y a pas friction, s'il n'y a pas discorde, devrait être la candidature et du Bloc républicain et de l'UP Le Renouveau. Nous y travaillons. D'accord? C'est l'idéal. Nous y travaillons. Et sachant que il n'y a pas forcément, les visions ne sont pas les mêmes, sachant que les ambitions ne sont pas les mêmes, c'est vrai, nous avons toujours assisté au Bénin en fin de mandat à cette division de la classe politique autour du leader. Non, vous n'aurez pas. Ce qui n'a jamais permis. Vous permettez. Laissez-moi terminer, Monsieur Distel, et vous allez prendre. Oui, allez-y très vite parce que là. Donc, il va falloir que si il est porté en triomphe, c'est que il réussit à ce que les partis politiques qui soutiennent son action s'entendent pour soutenir une candidature et que cette candidature soit élue. Oui, c'est cela
être actif pour moi. Oui, je voudrais quand même rappeler que dans les déclarations, dans les mots de déclaration du chef de l'État, il est revenu également sur la question où, lorsqu'on parle des partis qui soutiennent l'action du chef de l'État, ce n'est pas seulement que le BR, ce n'est pas seulement que l'UP et le Renouveau, il y a également d'autres partis et le chef de l'État est revenu sur l'aspect où il pourra même aller chercher un candidat peut-être de l'autre camp d'en face lorsqu'on parle de l'opposition, par exemple, du côté des démocrates. Alors, on n'a que quelques minutes pour pouvoir finir cette émission. Je vais vous donner 1 minute chacun pour pouvoir quand même vous demander, lorsqu'on lit et lorsqu'on observe toutes les déclarations du chef de l'État, par exemple, toutes les déclarations prises ensemble aujourd'hui, par exemple, est-ce que ce n'est pas perçu plutôt comme un passage en douce du chef de l'État pour pouvoir laisser le pouvoir? Est-ce que c'est forcément des déclarations plutôt politiques, stratèges, ou bien c'est pour pouvoir laisser le pouvoir en douce? Alors, je vais, avant de répondre à votre question, préciser une chose. Je vais dire que j'ai déjà développé sur d'autres plateaux que le prochain mandat, en tout cas le mandat 2026-2031, c'est bien cela, sera un mandat de transition pour co-géré par le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, Moël Bénin, RN, en tout cas tous les partis soutiens du chef de l'État actuellement. Oui. Donc, vous avez l'assurance que la mouvance du président Patrice Talon ne volera pas en éclat, n'ira pas en lambeaux et n'ira pas en vrille. On le souhaite bien. Alors, et donc, sur la question, oui, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a amorcé la descente. C'est comme dans un avion. Et donc, il est en train de serrer et resserrer les vis pour pouvoir descendre l'équipage, prendre un peu de carburant pour remonter. Voyez-vous? Alors, à partir de ce moment, tout se calcule. Tout se calcule et les rôles sont partagés, se jouent dans l'extrême exactitude. Et donc, le chef de l'État est en train de choisir ses mots, est en train de choisir ses activités, est en train de choisir les contacts pour que la transition au cours de cette période de vacances gouvernementales puisse effectivement se faire. Et ça va être des vacances très agitées pour lui, parce que ça va être des vacances pour lui permettre de revisiter sa stratégie, oui. De rencontrer le personnel adéquat, les profils adéquats, de mener les discussions politiques nécessaires pour que les élections, n'est-ce pas, générales de 2026 soient un succès, malgré le code qui est décrié, soit un succès, malgré les animosités qu'on a en face, soit un succès pour le bonheur de tous les citoyens béninois. Merci. Alors, Yedafon, quelques secondes, votre mot de fin. Je crois par que... rapport à ma question. Oui, je crois que, Distel vient de le dire, nous amorçons une phase de transition. Nous sommes dans la pente descendante. Oui. Où tout doit être scruté, rien ne doit plus être fait au hasard. Oui. Et donc, c'est ce à quoi nous assistons depuis peu, et c'est dans cette dynamique qu'il faut inscrire la rencontre avec la jeunesse, la déclaration, qui fait débat, et puis au-delà de cela, ces sorties, ces participations à des activités. Et ne vous étonnez point si, à l'avenir, vous le voyez beaucoup plus actif sur le terrain, sympathisant, communiant avec son peuple. Merci beaucoup. On vous aura compris. Distel Amonsou, c'est fut un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Yedafon Koutcheme, c'est également un plaisir. C'est vrai que le temps ne nous a pas totalement suffi, mais je trouverai également d'autres occasions pour vous recevoir encore sur notre plateau. Entre sincérité présidentielle et calcul politique, chacun entendra ce qu'il veut ou ce qu'il peut, mais une chose est sûre, les mots ont du poids, surtout à quelques mois du scrutin de 2026. À vous maintenant d'en juger, chers téléspectateurs. Stop et fin. Merci de nous avoir suivis. C'était Instant Politique. On se retrouve la semaine prochaine.